Bonjour à tous et bienvenue dans 360. Quand on vous demande où vont les rivières, vous avez très probablement envie de répondre vers l'océan. Et c'est faux. En fait, une rivière se contente de drainer l'eau de son bassin versant vers le point le plus bas de celui-ci. En général, ce point le plus bas est situé sur le pourtour du dit bassin. Et l'eau va donc pouvoir s'écouler hors de lui, soit vers un bassin versant plus grand, dont notre première rivière est un affluent, soit dans l'océan mondial. Mais parfois, il s'avère que le point le plus bas d'un bassin versant n'est pas en périphérie, mais plutôt vers le centre de celui-ci. L'eau y est donc piégée, elle ne peut pas s'écouler au-delà. On appelle de tels bassins versants des bassins endoréiques, et ils sont loin d'être uniques, comme on peut le voir sur cette carte, où ils sont visibles en bleu. Le Kalahari est un de ces bassins. C'est une région plutôt aride, mais quand vient la saison des pluies, toute l'eau de la région converge vers le centre du bassin où le fleuve Okavango forme un delta dans le désert. Il inonde alors la plaine et cette saison humide permet à toute la faune et la flore de survivre une année de plus alors que le désert devient verdoyant, marécageux pour quelque temps. À noter que le bassin du Kalahari où se trouve l'Okavango est aussi peut-être une zone importante dans l'évolution de Sapiens. C'est une région où nombre de comportements supposés typiques de Sapiens sont identifiés pour la première fois. Il est possible que les fréquents déséquilibres de l'environnement dans ce bassin endoréique, tantôt plus aride, tantôt plus humide, aient participé au développement de tout ou partie de ces évolutions. En tout cas, c'est une sous-hypothèse dans l'hypothèse actuelle qui veut que Sapiens moderne vienne d'Afrique du Sud. Cependant, le Kalahari, comme on l'a dit, est loin d'être le seul exemple d'un bassin versant endoréique. Toujours en Afrique, le lac Tchad est au centre de son propre réseau hydrographique. Ce lac illustre parfaitement la fragilité des bassins endoréiques. En fait, la plupart des bassins endoréiques sont arides ou semi-arides. Le climat n'est cependant pas la seule chose qui menace les bassins endoréiques, comme nous le montre l'exemple de la mer d'Aral. Quand les soviétiques ont drainé l'eau de ces fleuves, ils ont privé la mer de sa principale source d'eau, conduisant à son assèchement progressif avec toutes les conséquences qu'on lui connaît. On notera cependant que la mer d'Aral et la mer Caspienne, sa voisine, sont les restes de l'ancien océan Téthys, tout comme la mer Noire et la mer Méditerranée. Ce qui implique que leur situation actuelle est la conséquence de cette même convergence Eurasie-Afrique qui affecte toute la région. D'ailleurs, la situation de la mer Méditerranée pendant la crise messinienne, que j'ai déjà évoquée sur cette chaîne, était plus ou moins celle d'un bassin endoréique elle aussi, à cette subtilité près que pendant la majorité de la crise, la connexion avec l'océan mondial n'était pas complètement perdue, elle était limitée mais pas nulle. La mer Noire a elle aussi été un bassin endoréique à certaines périodes, mais ça mérite sa propre vidéo, on en parlera une autre fois. La mer d'Aral et la mer Caspienne sont aujourd'hui totalement isolées, mais leur biologie et les espèces qui y vivent descendent des mêmes populations ancestrales que celles de la mer Noire et de la mer Méditerranée, à savoir les populations qui vivaient dans l'océan Téthys à sa fin. Elles ont juste évolué séparément depuis que les collisions ont provoqué la formation de chaînes de montagnes et isolé ces différents bassins. Justement, parlons un tout petit peu de ces chaînes de montagnes pour conclure. Les montagnes, une fois formées, ça s'érode. La matière arrachée par l'érosion est ensuite emportée vers la mer par les fleuves. Elle finit donc dans l'océan mondial. Sauf que les bassins endoréiques changent la donne en piégeant les produits de l'érosion de leur secteur dans la cuvette qu'ils constituent. Les bassins endoréiques ont ainsi pu favoriser la formation d'une couverture sédimentaire importante sur les continents. Couverture sédimentaire qui constitue à la fois une source d'approvisionnement en certaines ressources minérales, mais aussi la base de la formation de sols riches qui sont requis
par les plantes supérieures. L'idée d'un tel lien entre le vivant, l'érosion, la planète en général, elle n'est pas nouvelle, mais des chercheurs français et australiens ont formalisé cette portion dans une étude parue en 2023 dans la revue Nature. Le trait noir sur le graphique du bas, c'est l'abondance de surfaces émergées recouvertes de sédiments. L'autre courbe, c'est le nombre d'espèces végétales. Elles s'emballent un petit peu au même moment et semblent suivre une même tendance. Alors attention, il y a une différence entre corrélation et lien de causalité. Mais comme je le disais, l'idée, si elle est énoncée clairement par ces chercheurs, n'est pas nouvelle. L'idée que le paysage conditionne l'évolution de la vie terrestre, même de manière plus générale, elle prédate la théorie darwinienne de l'évolution. Elle date de théories de l'évolution plus anciennes. Et donc, ce discours sur le développement du vivant, en lien avec la géologie, le climat, les activités anthropiques, vient, je le rappelle, de l'explication de ce qu'est un bassin endoréique, à savoir un bassin versant qui n'a pas l'océan mondial pour exutoire final. En science, une connaissance peut en appeler plein d'autres. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine fois, et d'ici là, puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toute limite.